Bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, la Bibliothèque anarchiste reprend ses émissions, ou plus exactement les continue, après la première séance de l'année qui s'est tenue il y a 15 jours. Nous vous avions parlé de la révolution russe, ou plus exactement des révolutions russes. Les révolutions russes, pourquoi les révolutions russes? On reprend rapidement ce que nous avions dit la dernière fois. Eh bien, tout d'abord parce qu'il n'y a pas eu que la révolution d'octobre, donc qui a eu lieu maintenant il y a à peu près 92 ans pile. Il y a eu avant la révolution d'octobre, il y a eu 1905, une autre révolution, et puis après la révolution d'octobre, il y a eu une autre révolution encore, celle de Kronstadt, peu de temps après. En vérité, il vaut mieux donc parler du processus révolutionnaire russe, donc des révolutions russes, 1905, 1917, 1921. Nous avons donc parlé la dernière fois des deux premières révolutions, plus exactement celle de 1905, celle de 1917, et nous avions commencé aussi à discuter à propos de la question de Kronstadt, question qui est pas très bien connue, qui est souvent un petit peu étouffée par toutes sortes de révisionnisme. Je pense évidemment à la version qu'en donnent d'une manière générale les marxistes, les trotskistes compris, et bien sûr la difficulté que nous avons à nous débarrasser de façon complète et totale des mensonges qui ont été prononcés et construits, thématisés à propos de cette révolution de Kronstadt. Bien sûr, il est clair qu'il y a beaucoup de problèmes pour analyser la totalité de ces événements, mais pour cela, nous avions quelques ouvrages tout de même utiles, et nous avons utilisé pour les premières séances, nous avons utilisé principalement l'ouvrage de Volin, bien sûr, La Révolution inconnue, qui est un très gros ouvrage extrêmement utile et très complet, qui montrait bien l'origine libertaire de l'idée des soviets. Cette idée justement des soviets que vous retrouverez aussi dans un ouvrage de Vassiliev, qui est excellent, très court et qui est vraiment particulièrement intéressant sur la question des conseils, sur la question des soviets. Sur les conseils aussi, bien sûr, les critiques de Rosa Luxembourg dans La Révolution russe, critique adressée donc à Lénine. Et enfin, plus exactement pour aujourd'hui, cet excellent petit ouvrage très court de Ida Met qui s'appelle La commune de Kronstadt. Eh bien donc, on va maintenant lancer donc cette seconde séance sur les révolutions russes, qui sera plus particulièrement réservée à la question de Kronstadt. Et c'est une émission qui durera une petite heure, contrairement à l'habitude, puisque nous avons divisé cette fois-ci cette séance en deux parties d'une heure. Eh bien donc, bonne écoute et bien sûr aussi bonne lecture. Y a même les filles qui me saluent, qui veulent du chien dans leur calot. Moi je creuse dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber, j'ai pas de travail. La justice qui se trouve être en fait en face, au nord, très légèrement au nord, une cinquantaine de kilomètres, au nord de Petrograd. C'est une île fortifiée qui était censée composer une sorte de verrou stratégique militaire contre toute tentative d'invasion de la capitale de la Russie, de l'Empire russe. Faut pas quand même dire une chose, c'est que l'Empire russe, c'est un territoire immense avec une capitale qui est au bout. Même pas au centre, pas protégé, au bout de ce truc immense, cette longue langue de terre qui va jusqu'à Vladivostok, vous avez un point là sur la Baltique, et c'est là la capitale. Donc il fallait évidemment la défendre. Les tsars l'avaient compris, et l'île de Kronstadt est une île qui est composée en fait d'une immense citadelle, qui est un long quai fortifié de 10 kilomètres, plein de canons, de tourelles, etc., qui gouvernent en réalité par ces canons et par ces quais et par les bateaux qu'il y a dedans toute la baie de Petrograd. Et puis, il y a au centre de l'île une zone tampon qui est vide, et puis au nord de l'île, de nouveau des tourelles, des fortifications pour une attaque qui pourrait se présenter par le nord de la Baltique. Très important, Petrograd, il y a 50 000 personnes qui vivent, pas à Petrograd, mais 50 000 personnes qui vivent à Kronstadt. 50 000 personnes, dont 20 000 soldats. Et bien sûr, c'est un foyer de rébellion, permanent depuis 1905. C'est une île qui vit en permanence dans la rébellion contre les chefs. En octobre 1917, les soldats les marins de Kronstadt fusillent 2 amiraux, 40 officiers supérieurs
et séquestre 250 ouvriers intermédiaires et subalternes, et déclare l'abolition des grades et l'éligibilité du commandement. Ça va extrêmement vite. Pendant que les autres sont en train de prendre le palais d'hiver, eux, ils fusillent 2 amiraux et ils exécutent 40 officiers supérieurs. Plus, ils séquestrent les autres. Et ils décident l'autogestion générale de toute la flotte. L'abolition des grades, l'abolition des signes apparents des grades, et l'éligibilité du commandement. C'est-à-dire que désormais, on est capitaine parce qu'on est élu par la troupe. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement radical. Lénine, Zinoviev, ça le terrorise. Kamenev a horreur de ça, parce que Zinoviev et Kamenev sont de loin des personnages les plus trouillards et les plus étatistes qui soient. Bon, Lénine dit, laissons faire pour l'instant, nous verrons après. On va pas les combattre maintenant. Il faut s'en servir. Il y a des textes où il est dit clairement, par Lénine, où il écrit qu'il faut participer à ces soviets-là pour pouvoir s'en servir dans l'intérêt du Parti social-démocrate. Donc c'est vraiment tout à fait ça qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc en réalité? Le 1er mars, nous avons un meeting de soldats. Bon, il y a 20 000 soldats, il y a 16 000 soldats présents sur la place. Ça veut dire tout le monde est là. Tout le monde est là, il n'y a pas de gens qui restent sur les bords. On a un taux de militance militantisme très très fort. Donc 16 000 personnes sont là, et bien sûr, ils vont décréter subitement que Kronstadt est une commune. En souvenir de la commune de Paris. Ils déclarent la commune de Kronstadt. Et comme depuis déjà 6 mois, ils sont en situation très particulière sur le plan économique, c'est-à-dire que dans toute la zone intermédiaire entre les quais fortifiés du sud de l'île et les bastions fortifiés du nord, toute cette zone de 3 km de large est cultivée selon un principe d'autogestion par des brigades de paysans et d'ouvriers et de soldats mélangés. Par brigade de 60 personnes, ils cultivent les lopins et ils préparent en fait l'autogestion et l'autosuffisance alimentaire de l'île. De la même manière, il y a des brigades et fédérations qui sont organisées sur une base de troc qui est comparable à ce que décrit Proudhon dans Solution de problème social, c'est-à-dire que les paysans ont besoin de ferraille pour fabriquer des socles de charrues, les ouvriers leur donnent le métal pour le faire, les paysans leur donnent la nourriture qu'ils ont produite, chacun échange ce dont l'autre a besoin. Et de cette façon, depuis déjà la fin de l'année 1916, le système fonctionne de cette manière. En 1917, il a été complètement validé. Les soviétiques, disons que les bolcheviks n'ont rien fait, ils n'ont pas pu l'annuler. Ils ont essayé de le combattre par des magouilles dans les soviets, mais ils n'ont pas réussi. Et pendant 4 ans, ça a continué. Donc, c'est un problème, Kronstadt, pour les bolcheviks. Parce que pour les bolcheviks, Kronstadt, c'est un exemple de soldats, d'ouvriers et de paysans qui vivent ensemble selon un système de soviets non dirigé par des bolcheviks et qui sont en système autogestionnaire de production, de consommation et de distribution. De plus, le 2 mars, le lendemain de la déclaration de la commune, le soviet de Kronstadt, qui est composé pour un tiers de bolcheviks ralliés aux libertaires, pour un autre tiers de socialistes révolutionnaires ralliés à l'idée libertaire et pour un autre tiers enfin de libertaires, ce soviet-là déclare l'abolition de la propriété privée des logements. Immédiatement, on entre dans la phase qui est décrite d'ailleurs par Proudhon, par Guillaume, qui est l'opération d'appropriation des logements, parce qu'il y avait des ingénieurs, nommés depuis 1917, qui étaient des apparatchiks bolcheviques. On cite l'exemple dans ce petit ouvrage-là d'un ingénieur qui était célibataire et qui avait un appartement de 20 chambres. Il avait un appartement de 20 chambres, il a passé l'été tranquillement, il a passé l'hiver, enfin pas la fin de l'été disons, il a passé l'hiver bien chauffé, alors que les autres étaient à moitié à la rue. Donc bien sûr, en mars, abolition de tous ces privilèges, bien sûr c'est la fin et on s'empare évidemment des terres. Alors du 2 au 16, en fait la commune de Kronstadt va durer en réalité 15 jours. Militairement, ça dure 15 jours. C'est extrêmement important de dire que c'est trop court pour qu'on puisse juger ces réalisations, puisque la commune de Paris, elle a duré plus longtemps que ça. Mais c'est aussi très important de bien comprendre que ces 15 jours ont été extrêmement marquants parce qu'ils étaient observés à l'extérieur, tandis que, bien sûr, les bolcheviks désiraient faire le blackout sur ce qui s'y passait. Donc
pourquoi les choses ont mal tourné. Les choses ont mal tourné pour des raisons qui tiennent à une erreur stratégique des gens de Kronstadt. Les gens de Kronstadt étaient des frères d'armes des bolcheviks de 1917 et ils ne pensaient pas qu'ils seraient attaqués militairement. Ils ont cru presque jusqu'au bout. On le voit à la nature des résolutions et à la nature des échanges et des textes qui s'échangent. Ils ont cru jusqu'au bout qu'ils allaient pouvoir mener une discussion avec Lénine et avec les gens qui s'étaient emparés du pouvoir en 1917. Ils croyaient qu'il serait possible de discuter avec Zinoviev, Kamenev, avec Lénine, des gens avec lesquels ils avaient fait le coup de feu contre les Blancs et contre l'armée tsariste. Et ils pensaient que la discussion viendrait à bout du problème. En réalité, ils mesuraient pas à quel point les bolcheviks ne pouvaient pas laisser se perpétuer une expérience autogestionnaire sur le très long terme. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'expérience autogestionnaire durait depuis 1917. C'est-à-dire pendant près de 3 ans, et pendant toute la guerre civile, l'île de Kronstadt a été en autogestion, avec les terrains qui étaient expropriés, avec l'échange entre les ouvriers et les paysans, et c'était un mauvais exemple pour le socialisme que voulait construire Lénine. Parce que Lénine ne veut pas construire un socialisme autogestionnaire, il n'y croit pas. Lénine pense qu'il faut construire un socialisme étatique, il faut construire la dictature du prolétariat. Il est certain qu'il y a des ennemis de la révolution, il veut les abattre, il veut les encercler, les faire disparaître, et pour cela, il faut, pense-t-il, un État puissant. Ça, c'est la leçon qu'il a tirée de la Commune. Il le dit. Pas question de refaire la Commune de Paris, pas question de refaire ses erreurs. Et il le dit, nous serons sans pitié avec les ennemis de l'État ouvrier. Et en effet, il va être absolument sans pitié. Souvenez-vous, il a aussi l'intelligence d'exécuter le tsar dans les 2 mois qui suivent. Il ne va pas traîner, hein. C'est-à-dire qu'il exécute immédiatement toute la famille impériale afin de se débarrasser de ce verrou-là idéologique, de cette possibilité que je ne sais quelle dynastie extérieure voudrait envahir le pays pour libérer la famille impériale. Ben non, il n'y a plus de famille impériale à libérer, ils les ont tous exécutés. Et ça a été extrêmement rapide et pour des raisons très simples. Souvenez-vous qu'en France, le fait d'avoir maintenu la famille royale en vie pendant tant d'années a permis à la plupart des émigrés et à la plupart des dynasties extérieures à la France d'attaquer la France et de continuer à l'attaquer pour prétendument libérer la famille royale. Donc vous voyez les leçons que tire Lénine, ça va très très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kronstadt et pourquoi Kronstadt a marché? Quelles sont les réussites de Kronstadt et quels sont ses échecs? Eh bien, Kronstadt, c'est le produit d'une longue tradition de rébellion de marins dans la marine russe. La marine russe était une marine assez prestigieuse jusqu'à la guerre contre les Japonais. Mais la guerre sino-japonaise en 1904 aboutit à une catastrophe pour les Russes, qui perdent d'ailleurs une partie de l'île de Sakhaline, enfin qui perdent une partie de certaines conquêtes à l'est, et en plus qui se font capturer des bateaux et une grande quantité de marins. Et à la suite de cet incident, il ne faut pas oublier qu'à l'époque le service militaire est obligatoire et qu'il est de 7 ans, que ce sont des paysans, les marins, toujours désignés par un hobereau local qui, dans le village, se débarrasse des meneurs, de ceux qui le font chier, dit bon, toi tu vas au service, toi tu vas au service, toi tu vas au service, parce que en Russie tout le monde ne fait pas le service militaire. La réserve d'hommes est tellement énorme qu'on n'en voit pas tout le monde. Les gens sont désignés. Et ils sont désignés par un tsaré, quelque part, qui dit toi tu y vas, toi tu y vas, toi tu y vas. Et cette politique aboutit à quoi? Mais c'est finalement des fortes têtes qu'on envoie dans la marine. C'est finalement ceux qui créent des problèmes dans les villages, qui se retrouvent dans les bateaux. Et dans les bateaux, leur colère n'a pas baissé pour autant. Et là, dans les bateaux, ces paysans un petit peu incultes, faut le dire, généralement analphabètes, on leur apprend un peu à lire, parce qu'il faut quand même manier des machines. Il y a des choses qui sont écrites, parfois il faut qu'ils soient capables de lire. En plus, ils entrent au contact de populations ouvrières complètement différentes et beaucoup mieux formées qu'eux. Tous les mécanos, par exemple. Tous les dockers sont des ouvriers beaucoup plus conscients que les paysans qui arrivent, qui sont souvent des gens qui sont touchés par la propagande anarchiste ou par la propagande social-démocrate, qui sont très fréquemment organisés dans le Parti social-démocrate, ou bien dans les socialistes révolutionnaires, ou bien dans des groupes anarchistes. Sur la présence anarchiste dans cette période, je voudrais signaler quelques chiffres que j'ai pu trouver. En 1917, puisqu'on parle de l'influence de l'anarchisme, eh bien, il y a 255 groupes anarchistes dans 180 villes et villages russes. Il y a
apparemment 5000 adhérents juste pour l'Ukraine, dont 2000 sont armés. Il y a 18 000 anarcho-communistes juste à Petrograd, et un nombre équivalent à peu près à 10 000 juste pour Moscou. Et à les 18 000 anarcho-communistes, donc plutôt kropotkiniens, eh bien, ils ont constitué une garde noire de 2000 hommes armés, c'est-à-dire la moitié de la garde rouge quand même. Les gardes rouges bolcheviques, ils étaient 4000. La garde noire était 2000. Donc c'était quand même une force. C'était une force. Et cette force, d'où elle venait? Eh bien, elle venait des marins. Elle venait des marins parce que c'était des paysans qui étaient capturés chez eux, en fait, envoyés à la guerre, dans des conditions tout à fait atroces, dans des guerres terribles. On perd la guerre contre les Japonais, avec de véritables carnages, un mépris de la vie humaine et une manière d'envoyer les troupes au front comparable à nos généraux, vous souvenez, Foch et autres, Nivelle et autres assassins patentés. Eh bien, ces gens-là, ils faisaient pareil en Russie, et il ne faut pas oublier les 2 millions de morts du front russe en 14-18. 2 millions. Donc ça, c'est quand même, c'est une hécatombe. Et là aussi, les marins payent un prix très lourd, et là aussi, bien sûr, les soldats. Donc ça, c'est important de bien voir à quel point cette origine paysanne des marins de Kronstadt est capitale dans leur façon d'entrevoir les choses, et aussi très important, le lien qu'ils vont faire avec les ouvriers qualifiés, mécaniciens, soutiers, dockers, qui eux sont très organisés, ont déjà des syndicats clandestins, mais ils en ont, et qui eux vont accentuer la propagande parmi les marins. Et d'ailleurs, on parlait de l'origine de l'idée des soviets, mais par exemple depuis 1870, depuis les années 1860, il y a eu la guerre de Crimée, il y a dans la marine russe une tradition de meetings secrets qu'ils appellent les Massovka, qui sont en fait des sortes d'ancêtres des soviets. Sur les bateaux, les gens se réunissaient interbranches, c'est-à-dire il y avait des matelots, des soldats, des soutiers, des mécanos, parfois des petits gradés, genre caporal, etc., qui se réunissaient secrètement pour essayer de monter des mouvements pour résister à l'autoritarisme des officiers. Ces Massovka ont donné, peu de temps après, bien entendu, très spontanément, en 1905, sur le Potemkin, et puis dans d'autres bateaux, parce que Kronstadt s'est aussi rebellé en même temps en 1905. Il n'y a pas eu qu'Odessa. Donc Kronstadt a fait le même coup en 1905. Ce qui fait que les gens se réunissaient, et ces petites réunions, les Massovka, devenaient des soviets sur les bateaux. Et là, alors là, c'est pas compliqué. Là, les gradés passaient par-dessus bord. Donc en 1905, les gradés passent par-dessus bord, les capitaines sont balancés, pendus, et bien sûr après il y a des cuirassés qui arrivent, qui recapturent le bateau, et on procède à des fusillades par décimation, on prend 1 sur 10, etc. Mais on verra que par exemple en 1905, la marine tsariste évacue 20 000 marins jetés de la marine, exclus de la marine, 20 000. D'un coup, rentrez chez vous. Avec une vraie volonté de se débarrasser de ces gens, parce que dans cet ouvrage, il y a une citation extraordinaire où un officier fait un rapport à propos d'une Massovka, et il dit « Ce sont des canailles conscientes et vindicatives, il faut les tuer ». C'est le rapport écrit, quoi. C'est le rapport écrit de l'officier à propos du meeting, de la réunion qui a eu lieu dans le bateau, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe. Donc c'est à partir de cette base-là, anti-tsariste, anti-féodaliste, anticapitaliste, avec un esprit unitaire très fort, et aussi anti-autoritaire, parce qu'ils subissent des brimades en permanence, ils sont mal nourris, ils sont frappés, ils sont méprisés, et ça les met très en colère, et ça va jouer beaucoup. En octobre 17, bien sûr, on se souvient que ces gens de Kronstadt, ce sont les marins de Kronstadt qui prennent la banque et la poste à Petrograd. C'est pas des bolcheviks. Donc il y a 4 carrefours centraux qui sont pris par les marins de Kronstadt. Les deux carrefours des docks, plus le troisième boulevard est pris en enfilade devant le palais d'hiver. Et quand l'attaque a lieu sur le palais d'hiver, il y a tout un côté qui est tenu par les marins de Kronstadt. C'est qu'officiellement et très officiellement, les marins de Kronstadt sont des héros de la révolution d'octobre. En 1921, on va le voir, tout à l'heure j'en parlerai, lorsque Lénine va lancer ses troupes contre l'île de Kronstadt, les gens vont dire « Pourquoi on attaque les marins de Kronstadt ?» Il va y avoir des défections par milliers.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la première attaque échoue. La première attaque échoue parce que, je vais vous dire très ça, vous vous souvenez, j'avais dit le chiffre de soldats au début. Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a eu 2 fois plus de prisonniers à Kronstadt qu'il n'y avait de soldats au début de l'insurrection. Pourquoi ? Tout simplement parce que les armées rouges lancées contre Kronstadt passaient de l'autre côté. Passaient du côté de Kronstadt. Les malheureux ensuite ont été pris avec les autres. Mais les bolcheviks avaient un énorme problème. Trotsky avait un énorme problème dans cette affaire, puisque il envoyait des troupes, les gens revenaient, c'est tout ce qui revient, vous êtes tous fait tuer. Non, ils sont passés de l'autre côté. Voyez un peu, donc c'était une véritable. Au début, c'était ce qui se passait, quoi. Les autres passaient de l'autre côté. Bien, alors cette tradition des marins de Kronstadt, les héros de la Révolution, bien sûr, c'est une très grande déception après octobre, et cette déception va, comme je l'ai expliqué, s'allonger, s'alourdir et aboutir, bien sûr, à des choses tout à fait terribles. Et c'est là qu'on en arrive à ce fameux programme le programme de la Révolution de Kronstadt, qui est un programme intéressant parce que c'est là qu'on voit le caractère le caractère libertaire de la Révolution de Kronstadt. Le texte se trouve dans cet ouvrage. Je peux le lire aussi sous une autre forme, puisque ici c'est la résolution donc de Petropavlovsk au programme de Kronstadt. Et c'est intéressant de voir les termes qui sont employés. Le président de l'Assemblée, un certain Peritchenko, est un ancien bolchevique devenu libertaire, et c'est lui qui signe la résolution. Ayant entendu les rapports des délégués envoyés par l'Assemblée des équipages pour se rendre compte de la situation à Petrograd, les matelots décident qu'il faut, premièrement, attendu que les soviets actuels n'expriment pas la volonté des ouvriers et des paysans, procéder immédiatement à la réélection des soviets au scrutin secret, la campagne électorale devant permettre la pleine liberté de propagande parmi les ouvriers et les paysans. Deuxièmement, établir la liberté de parole et de presse pour les ouvriers et les paysans, les anarchistes et les partis socialistes de gauche. Troisièmement, garantir la liberté de réunion pour les organisations syndicales et paysannes. Quatrièmement, organiser au plus tard le 10 mars 1921. On est le 2. Une conférence des ouvriers, soldats rouges et marins de Petrograd, de Kronstadt et du département de Petrograd sans distinction de parti. Cinquièmement, libérer tous les prisonniers politiques socialistes ainsi que tous les ouvriers, paysans, soldats rouges et marins emprisonnés à la suite des mouvements revendicatifs des ouvriers et paysans. Parce que les rafles de la Tchéka, dans la période qui a suivi la guerre civile, ont été absolument énormes. Je voudrais simplement dire qu'en février 1918, la Tchéka attaque le local central des anarchistes Petrograd, elle en tue 35 et elle en capture 600. 600 anarchistes capturés par la police politique bolchevique en février 1918, c'est-à-dire à 4 mois après la Révolution. Donc les gens de Kronstadt demandent la libération de ces gens-là, élire une commission de révision des dossiers des détenus des prisons des camps de concentration, le mot camp de concentration est intéressant, parce qu'il apparaît déjà, supprimer tous les départements politiques, car aucun parti ne doit avoir le privilège pour la propagande de ses idées, ni recevoir de l'État des ressources dans ce but, instituer à leur place des commissions d'éducation et de culture élues dans chaque localité et financées par l'État. Huitièmement, abolir immédiatement les barrages. On verra ce que sont les barrages. Neuvièmement, égaliser les rations de tous les travailleurs à l'exception de ceux employés à des métiers insalubres ou dangereux. Dixièmement, supprimer les détachements communistes de choc dans toutes les unités de l'armée, de même que les gardes communistes des usines et des ateliers, et en cas de besoin de tels corps, les désigner par des compagnies dans l'armée et par des ouvriers dans les usines. Onzièmement, donner aux paysans toute liberté sur leurs terres, ainsi que le droit d'avoir du bétail, à condition de travailler eux-mêmes sans employer de salariés. Oui, ce sont des marins qui ont des revendications qui concernent les paysans. C'est un programme politique général. C'est un programme de rénovation des soviets. C'est le programme, d'ailleurs, des soviets de 1917, de la première constitution du premier congrès pan-russe des soviets. C'est la reprise, mot à mot, des textes qui sont votés par le premier congrès pan-russe des soviets, avant que les soviets ne deviennent bolcheviques par le noyautage. Douzièmement, autoriser la production artisanale libre, n'utilisant pas de travailleurs salariés. Vous voyez l'idée proudhonienne, on produit, mais on n'exploite pas les gens. Cette idée de la production sans avoir de salaire. On ne salarise pas les gens. Alors, désigner une commission mobile de contrôle. Quatrièmement, nous demandons à toutes les unités de l'armée ainsi qu'aux camarades élèves officiers de s'associer à notre résolution.
15e, nous exigeons que toutes les résolutions soient largement publiées par la presse. Résolution adoptée à l'unanimité par la réunion des équipages, moins 2 abstentions. Et c'est signé le président Peritchenko et son secrétaire Perepelkin, qui sera d'ailleurs tué pendant l'invasion de l'île. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des 4 vents? Ma mémoire chante en sourdine Potemkin. Ils étaient des marins durs à la discipline, ils étaient des marins, ils étaient des guerriers, et le cœur d'un marin au grand vent se burine, ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde, que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkin. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade, marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leur carabine, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkin. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez la bibliothèque anarchiste animée par Philippe, Michael et Michel. Alors, revenons sur le programme de Kronstadt. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a d'intéressant d'un point de vue libertaire? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce programme qui est intéressant? Eh bien, cette exigence d'élections nouvelles, parce que et ça c'est valable pour toute la Russie, hein. Il ne s'agit pas d'une revendication pour Kronstadt, c'est une revendication pour la Russie entière. Donc premièrement, élections nouvelles dans tous les soviets. Pourquoi? Parce que les soviets ont été noyautés par les bolcheviks. Donc les marins demandent qu'on réélise complètement, et cette fois-ci à bulletin secret. Et que ce ne soit pas un système de magouillage qui faille qu'on élise systématiquement le commissaire politique qui est la Tchéka, avec ses petits copains armés juste à côté, n'est-ce pas? C'est un peu difficile de voter avec des baïonnettes sur la tempe. Bon. Deuxièmement, il demande la liberté de parole pour les révolutionnaires et la liberté de réunion et d'organisation. Voilà aussi quelque chose qui est une revendication très ancienne, qu'on retrouve par exemple systématiquement chez Bakounine. À l'époque du capitalisme, donc quand Bakounine écrivait, il disait toujours il faut la liberté de parole, il faut que les gens puissent s'exprimer, il faut les autoriser à se réunir. Or, Zinoviev avait déclaré l'état de siège et les gens ne pouvaient plus se réunir, ni à Petrograd, ni à Moscou, ni nulle part. Donc, il demande à ce qu'on puisse revenir à ça. Quatrièmement, bien sûr, l'égalité dans le rationnement. On retrouve cette idée de l'égalité dans les rations, qui est une idée qu'on retrouve systématiquement chez Kropotkin, par exemple, dans la conquête du pain, etc. Vous avez vraiment une culture libertaire très ancrée, hein. Et si on examine, quand il parle, par exemple, de redonner aux paysans la capacité de produire et de cesser de faire cette étatisation violente des campagnes qui, vous le savez, a abouti à des famines accrues. Pendant la guerre civile. Un bon nombre des gens qui sont morts pendant la guerre civile sont morts précisément parce que les paysans, voyant qu'ils étaient dépossédés de leurs produits, ne cultivaient plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une auto-réduction de la production. Parce que les brigades de bolcheviks de la ville arrivaient
et venaient se saisir des cultures des paysans. Bon, les mecs ils ont dit si c'est ça, d'accord, bah, ok, ils produisaient plus. Du coup, tout le monde a manqué de tout. Ça a joué forcément. Donc cette idée aussi de l'égalitarisme agraire qui est très 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 proudhonienne, qu'on retrouve dans les textes de Guillaume aussi, etc. Et enfin cette liberté de la production artisanale. Alors il n'y a pas plus proudhonien comme idée. L'idée que il faut remplacer la production de masse, la production salarisée, par une production individuelle par petites unités, avec des gens qui soient pas payés par un salaire mais par le troc. À ce propos, premier décret de Zinoviev le 1er mars 1921. Abolition du troc sur toute l'île de Kronstadt. Or, toute l'île fonctionnait depuis 3 ans sur le mode du troc. Le troc, produit pour produit, service contre service, dont on a déjà parlé ici lorsque nous avons parlé des systèmes de Proudhon et des systèmes de Kropotkin en matière économique. Ce système de troc qui permettait d'abolir la monnaie et d'abolir le salariat, Zinoviev, la première chose qu'il fait, le 1er mars, voyant que l'île se rebelle, c'est qu'il abolit par décret l'autorisation de l'échange par le troc. Et donc, on a vraiment... Qu'est-ce qui va se passer sur le plan militaire ? Eh bien, sur le plan militaire, les choses vont tourner mal assez vite, parce que l'île est accessible à cause de la glace. C'est-à-dire que ce n'est plus une île. Autrement dit, l'île est entourée par une banquise solide que l'on peut atteindre. Donc, on peut atteindre l'île en roulant sur la banquise. Et les bolcheviks vont attaquer sur la glace. Et dans un premier temps, les marins de Kronstadt, voyant que ce sont des frères qui les attaquent, leur lancent des tracts, des appels, pour qu'ils cessent d'attaquer. J'ai expliqué que pendant la première semaine, ça a assez bien marché. Les types passaient de l'autre côté, etc. Mais après, voyant ça, Trotsky décide d'envoyer un autre type de soldats. Et il va faire venir de toute la Russie des brigades spéciales de la Tchéka. Et à la fin de l'attaque, dans la dernière semaine des attaques contre Kronstadt, il n'y a plus de soldats normaux contre Kronstadt, il n'y a plus que des tchéquistes. C'est-à-dire qu'on utilise exclusivement des gens qui sont issus d'un système et d'un appareil politique extrêmement dur, particulièrement entraîné, qui d'ailleurs a fonctionné déjà pendant 3 ans. Les écoles du parti et les écoles militaires du parti ont fonctionné déjà pendant 3 ans et ils ont déjà produit 3 générations de tchéquistes. La Tchéka étant la police politique intérieure qui fournissait aussi bien l'armée en commissaire politique que la police, mais aussi, qui est aussi une troupe. La Tchéka est aussi une troupe, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une milice. Donc, elle va être utilisée, et là, alors, pas plus de ralliement, là, plus question. Et là, les Kronstadtiens vont, trop tard sans doute, commencer à tirer sur la glace. C'est-à-dire qu'ils vont casser la banquise au canon pour recréer une espèce de chenal pour empêcher les bolcheviks de continuer à progresser vers l'île, mais c'est trop tard parce qu'en réalité, d'ores et déjà, un peu partout sur les 12 à 15 kilomètres de banquise qu'il y a devant Kronstadt, il y a de très très nombreux camps qui sont installés et qui vont parvenir à faire sauter l'un des fortins et à rentrer le 16 mars, donc 15 jours après la première déclaration donc d'autonomie de la déclaration de la commune de Kronstadt, les bolcheviks entrent dans l'île. Ça va être un combat de rue comparable à celui de la commune, avec exécution immédiate des marins prisonniers. Un nombre inconnu de marins a été fusillé. Ce qu'on sait, c'est que 8000 marins ont réussi à s'enfuir en Finlande, par le nord, sur la banquise. La ville a été prise et saccagée. Immédiatement, les prisonniers ont été dispersés en Union soviétique par le train. D'abord emmenés en captivité à Petrograd, puis ensuite dispersés dans toute la Russie et dans des camps de concentration, afin précisément d'empêcher qu'ils ne constituent un problème dans certaines villes, parce que de toute façon, le système médiatique de l'Union soviétique de 1921 a permis à Lénine et Trotsky d'étouffer complètement l'affaire. C'est-à-dire que les calomnies de Trotsky et de Lénine à propos de la révolution de Kronstadt sont des calomnies tout à fait extraordinaires. Elles sont classiques. Elles consistent à dire que les marins de Kronstadt sont des Russes blancs. Oui, mais Trotsky, mais c'est extraordinaire, mais Trotsky en 1936, à très peu de temps de mourir, va continuer de soutenir la thèse selon laquelle les gens de Kronstadt étaient des réactionnaires manipulés par les Blancs. Autrement dit, les héros de la révolution de 1917,
qui avait pris le palais d'hiver avec les bolcheviks en octobre, seraient en 3 ans devenus des Russes blancs. Hein. C'est extraordinaire. Alors, d'une part, la première calomnie, ce sont des Russes blancs. Deuxième calomnie, ce sont des gens qui sont bourrés de privilèges. Et pendant tout l'hiver 1920, pendant que toute la Russie était affamée, eux, ils se gavaient carrément, ils faisaient bombance. C'est-à-dire, donc, vous voyez, la calomnie selon laquelle les Kronstadtiens auraient eu un mode de vie et un confort extraordinaire, alors que le reste de la Russie crevait de faim du fait de la guerre civile. Bien sûr, tout ça aussi était évidemment faux. Alors, bon, il y a divers jugements sur Kronstadt, bien sûr. Il y a ce jugement de Lénine qui continue d'ailleurs, à être utilisé par l'ensemble des gens qui se réclament du léninisme, c'est-à-dire aussi par les trotskistes contemporains. Hein. Donc c'est l'idée que en fait il y a une manipulation blanche des marins de Kronstadt. L'idée étant pour Lénine que les marins de Kronstadt étaient censés être le moyen par lequel l'impérialisme étranger parviendrait à abattre le pouvoir bolchevique. Et ensuite, disait Lénine, ils se débrouilleraient bien avec tous ces anarchistes et ils en feraient bien leur affaire. C'est-à-dire que l'idée, c'était renverser le pouvoir bolchevique en utilisant les pulsions anarchistes des Russes et particulièrement les Kronstadtiens, renverser le pouvoir de Petrograd et de Moscou, et ensuite régler le compte des anarchistes qui auraient réglé le compte des bolcheviks en relançant une attaque militaire contre la Russie. Trotsky ne fait pas une analyse différente, en 1936. Il continue de dire des choses tout à fait étonnantes. Il faisait envoyer des messages par radio déjà à l'époque en 1921 qui sont tout à fait étonnants. Hein. Vous êtes entouré de tous côtés. Quelques heures encore et vous serez obligé de vous rendre. Kronstadt n'a ni pain ni combustible, ce qui d'ailleurs ne correspond pas tout à fait bien à l'idée qu'ils auraient fait bombance et qu'ils étaient super à l'aise et dans le confort, mais passons. Si vous persistez, on vous tirera comme des perdrix. Voilà le genre d'appel. Alors bien entendu, c'est clair que ce sont des phrases qui ne permettent pas de laisser la porte ouverte à des discussions. Hein. Rendez-vous tout de suite sans perdre une minute. La faute sera pardonnée à celui qui se rendra immédiatement. Rendez-vous immédiatement, signé le comité de défense. Et ce comité de défense, c'est le comité de défense de Petrograd, c'est le soviet de Petrograd. Voilà. Et c'est Zinoviev, bien entendu, qui utilise, le canal habituel de la radio sur la responsabilité relative de Lénine, Zinoviev et Trotsky sur la question de l'attaque de Kronstadt. Il faut être extrêmement clair. La responsabilité, en dernière instance, un combat Lénine, c'est lui qui donne l'ordre de l'attaque. C'est lui qui donne l'ordre de l'attaque, de façon claire. Et on a les textes. Donc, lui et le Politburo décident de l'attaque. Ensuite, pour ce qui est de la pratique et de l'établissement de cette attaque, de la construction de l'attaque, etc., là, Trotsky a des responsabilités militaires, et il va en avoir, évidemment, tout comme Zinoviev, bien sûr. Le jugement de Trotsky, c'est de maintenir les accusations, donc il voit la preuve que les Kronstadtiens avaient tort quand il explique que, par exemple, le prolétariat russe n'a pas soutenu Kronstadt. Pour cause, ils n'ont pas été tenus au courant. C'est clair, Kronstadt a été, liquidé dans le silence le plus total. Ensuite, il dit que les héros de 1917 étaient devenus des Russes blancs, je l'ai déjà dit, qu'ils étaient corrompus, que c'était des spéculateurs, et surtout qu'ils étaient composés essentiellement de contre-révolutionnaires issus de la paysannerie. Toujours cette vieille haine des bolcheviks pour les paysans, hein, qui va amener d'ailleurs vous le savez, de véritables, authentiques catastrophes. Dans la relation entre l'État soviétique et les paysans au moment de la construction des plans quinquennaux et bien sûr aussi l'affaire de la NEP, l'affaire des Koulaks, etc. Mais quelles étaient les réalisations de Kronstadt tout de même? Parce qu'il y en a eu. En l'espace de 15 jours, cette commune autogérée a réussi à maintenir les brigades de production mixtes, ouvriers, paysans, soldats, qui cultivaient la fameuse bande de 3 km dans le Kronstadt, car les Kronstadtiens ont manqué ils ont manqué de poudre, ils ont manqué de canons, ils ont manqué de munitions, mais ils n'ont pas manqué de nourriture. Leur système. Mais ils n'étaient pas dans l'abondance néanmoins. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à tenir par leur système en effet de production autogérée, et surtout, ils avaient tellement très très vite déclaré l'abolition de la propriété privée, que toute la production était strictement rationnée et partagée.
contrairement au reste de l'Union soviétique, où des apparatchiks se gavaient littéralement, hein, l'histoire du type du célibataire avec ses 20 chambres, hein, bon, alors qu'à Kronstadt, c'était absolument et régulièrement partagé. Donc la première chose, cette idée du partage, la création des brigades, ce qu'ils appellent les citadins jardiniers, avec cette fameuse culture, qui s'est prolongée malgré l'attaque et malgré les bombardements. Ensuite, il y a eu quelque chose qu'on a vu, et qui était une des revendications les plus immédiates de Bakounine, par exemple, qu'on voit tout le temps, et qu'on voit tout le temps, par exemple, dans les textes de Guillaume aussi, hein, qu'on voit chez Varlin, c'est l'abolition de la propriété des logements, l'expropriation immédiate des logements dans les villes, et la répartition des logements entre les pauvres et les autres, de toute façon à égalité. Donc ça, c'est important. Ça a été fait immédiatement. Des comités de maison ont été nommés, et toute la propriété, tout le logement de Kronstadt a permis de loger tout le monde pendant la période dont on parle. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est quelque chose auquel il faudra qu'on réfléchisse, parce que nous avons ce problème de logement aussi dans ce pays, et je vous le rappelle, hein, en ce moment même. Il faudra donc aussi faire des choses de ce genre, et tout de suite. Donc, pour ce qui est de la technique militaire, les Kronstadtiens ont été relativement efficaces, mais il faut le dire, ils avaient face à eux des marées d'hommes, et ils ont manqué beaucoup de munitions, et il s'est passé qu'ils ont été submergés par le nombre. C'est très très clair, au moment de l'attaque, il y a 25 000 personnes contre 7 à 8 000. Et c'est évident que dans ces cas-là, l'affaire est jouée, surtout si on est encerclé. Bon. Donc, c'est une question, importante, cette question de Kronstadt. Je crois que c'est là que meurt la révolution russe. C'est le jour de la fin de Kronstadt, le 18 mars, qu'est décrétée la NEP pour toute la Russie, c'est-à-dire la nouvelle politique économique qui restaure officiellement le capitalisme en Russie. C'est-à-dire que du vivant même de Lénine, s'il y a encore des gens qui, je le sais, c'est courant dans le trotskisme, mais c'est même fréquent aussi dans le Parti communiste, qui cherchent en somme à charger la barque du camarade Staline en essayant de l'opposer à Saint-Lénine, hein, ou même à Saint-Trotsky, il faut être très très clair. Les responsabilités sont complètes depuis le début. Le programme, hein, on pourrait lire des textes de la Révolution que j'ai là, par exemple, texte qui est intéressant sur les intentions des bolcheviks à propos de que doit être le contrôle. Et il dit, ce contrôle, il s'agit du contrôle ouvrier, ce contrôle doit commencer par l'expropriation des capitalistes, par le contrôle des ouvriers sur les capitalistes, et il doit être exercé non par l'état des fonctionnaires, mais par l'état des ouvriers armés. L'état des ouvriers armés, c'est le congrès du Parti communiste de 1919 va le fixer de façon définitive. L'état des ouvriers armés, c'est l'état de l'avant-garde des ouvriers armés. C'est-à-dire, c'est l'état du Parti communiste qui va s'emparer, par un phénomène de représentation métonymique, le parti représente le prolétariat, et le prolétariat lui-même représente la totalité de la classe ouvrière. Et de cette façon, on constitue un État où, en réalité, le parti tient lieu de tout le reste, et il représente la totalité de la classe ouvrière, et donc il est légitimé par ça. Donc à chaque fois qu'on a dans le marxisme État ouvrier, on a État du parti qui représente la classe ouvrière et le prolétariat. Le subterfuge, il est là. Et dans l'État et la Révolution, toute la construction théorique de l'État et la Révolution consiste précisément à construire cette idée qu'il est légitime qu'une avant-garde consciente remplace politiquement une masse inconsciente. Et dans le cas de la Russie, pour Lénine, il y a deux masses inconscientes. La très large masse inconsciente et la plus massive, c'est la classe paysanne russe. Et puis il y a toute la classe ouvrière qui n'a toujours pas été touchée par les idées bolcheviques, c'est-à-dire la classe ouvrière touchée par les idées anarchistes. Et au même congrès qui va du vivant de Lénine consacrer l'idée que le parti de la classe ouvrière vaut pour la classe ouvrière tout entière, à ce même congrès-là, on va décider que l'anarchisme est un phénomène petit bourgeois et contre-révolutionnaire. Ce qui, évidemment, va clore définitivement le débat. Les anciens alliés, en fait, si vous voulez, de 1917, de février 17 à mars 1921, on a une guerre, en fait, des bolcheviks contre leurs anciens alliés libertaires qui ont déclenché les révolutions
et qui n'ont pas été capables de les mener et de les diriger. Et cette guerre va aboutir à la disparition technique, claire et physique des libertaires en Russie en 1921 avec la défaite de Kronstadt. Alors la défaite de Kronstadt, c'est bien sûr, pendant 3 jours, c'est 900 exécutions par jour. Donc 900 personnes ont été exécutées par jour. Il y avait un général qui se vantait de pouvoir exécuter à la mitrailleuse plus de 900 personnes par jour, mais il n'a jamais réussi à arriver à 1000. Il était mécontent parce qu'il n'arrivait pas à dépasser 900 personnages. Bon, et puis c'est 8000 personnes qui réussissent à s'enfuir en Finlande, mais les Finlandais les ont ensuite restitués aux Soviétiques. Ce qui fait que ces gens ont disparu ensuite dans le goulag qui était en formation, goulag qui était justement tout simplement la résurrection de l'ancien outil de déportation tsariste, bien sûr. Donc, après avoir longuement parlé de ces révolutions manquées, pour ce qui est des libertaires, c'est maintenant peut-être le moment de parler de ce que nous devons en tirer comme leçon. Quels étaient ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas refaire. Car nous ne serions d'ailleurs pas les premiers à le dire, puisque Volin le dit déjà, Vassiliev le dit aussi. D'une certaine manière, Rosa Luxembourg, qui pourtant n'a pas vu Kronstadt, le dit aussi. C'est-à-dire qu'elle est de celles qui dénoncent la substitution du Conseil général des soviets à la réalité du gouvernement par les soviets. C'est-à-dire que Rosa Luxembourg, qui est une marxiste, mais pas léniniste, combat le léninisme en fait, et elle dit les conseils ouvriers c'est une bonne forme de gouvernement, mais c'est une forme de gouvernement qui doit être maintenue telle qu'elle est, et dans une démocratie générale et totale. Et si un conseil suprême, en somme, des soviets est créé, ce que Lénine va faire, plus tard ça s'appellera le soviet suprême, si ce conseil général des soviets est créé, c'est simple, il n'y a plus de soviets, c'est-à-dire que ça devient des relais. Alors que le système initial des soviets était conçu pour faire passer le pouvoir, n'est-ce pas, de l'ancienne classe capitaliste entre les mains des ouvriers, des paysans et des soldats à égalité dans le cadre d'une démocratie réelle, locale et autonome, eh bien, c'est évidemment pas ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en réalité, les bolcheviks ont fait la guerre à la pensée libertaire après s'en être servis, et ils sont parvenus à la détruire à cause peut-être aussi de certaines des erreurs stratégiques que ces libertaires ont pu commettre. Donc, Michael, il y a bien eu une récupération des idées libertaires par les bolcheviks, c'est ça ? C'est bien ce que dit Volin dans son livre sur la révolution oubliée et inconnue ? Donc vous avez compris en effet que ces révolutions russes, étaient donc une révolution sociale et qu'elles ont été récupérées et étatisées. Alors ce qui est intéressant, c'est que les tendances libertaires de ces révolutions ont été complètement récupérées, les mots d'ordre, les concepts, les formes sociales, et ensuite dirigées vers un autre objectif, tout simplement. Elles ont été redirigées. Et il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre, et c'est très très bien expliqué dans le livre de Volin. Enfin, il y a plusieurs choses. Mais donc la raison de l'échec des libertaires et des idées libertaires, donc c'est qu'ils, bien sûr, elles sont récupérées par des groupes plus puissants, qui les dépassent complètement, mais aussi, ça c'est, je dirais, la cause externe, c'est que les mouvements libertaires qui commencent à se développer vraiment à partir du moment où ils prennent de l'importance et où les masses commencent à s'y intéresser, sont puissamment réprimés. Alors de ce point de vue-là, Volin écrit page 167, si, une fois au pouvoir, le parti bolchéviste avait, ne disons pas encouragé, c'eût été trop lui demander, mais seulement admis la parole et le mouvement libertaire, le retard eût été vite rattrapé et les lacunes comblées. Les faits, nous le verrons, le prouvent irréfutablement. Rien que la lutte longue et difficile que les bolcheviks ont dû mener contre l'anarchisme, malgré sa faiblesse, permet d'entrevoir les succès que ce dernier aurait remportés s'il avait obtenu la liberté de parole et d'action. Donc ça, c'est une première raison déterminante. On avait vu avec les communards que une des raisons de leur échec, c'était la manière dont ils avaient été sévèrement contraints par l'armée allemande aussi. Il y a toujours des causes externes. Et puis on va maintenant venir aux causes internes. Parce que des raisons, il y en a aussi dans le fonctionnement même du mouvement libertaire. Alors la première est signalée par Volin, elle est très intéressante. Elle concerne tout simplement le retard et la désorganisation dans la propagande. Alors, page 163, vous lisez les choses suivantes. Donc, on est un petit peu après juillet 1917, et Volin, qui est un des plus grands théoriciens de l'anarchisme russe, débarque. On est après la révolution de février.
Et il essaie de mettre les choses en place parce qu'à Saint-Pétersbourg, donc à Petrograd, ça n'avance pas. Alors il arrive et voilà ce qu'il dit. Je me rappelle que, rentré de l'étranger en Russie et arrivé à Petrograd dans les premiers jours de juillet 17, je fus frappé par le nombre impressionnant d'affiches bolchevistes annonçant des meetings et des conférences dans tous les coins de la capitale et de la banlieue, dans les salles publiques, dans les usines, etc. Je ne voyais pas une seule affiche anarchiste. J'appris aussi que le parti bolchéviste publiait dans la capitale et ailleurs des journaux quotidiens à gros tirage et qu'il possédait un peu partout, dans les usines, dans les administrations, dans l'armée, des noyaux importants et influents. Et je constatais en même temps, avec une amère déception, l'absence à Petrograd d'un journal anarchiste ainsi que de toute propagande orale. Bon, après il revient un petit peu, je passe un peu, il dit « Telle fut ma constatation. Ce n'est qu'au mois d'août, et avec de très grandes difficultés, que le petit groupe anarcho-syndicaliste, composé surtout de camarades rentrés de l'étranger, réussit enfin à mettre sur pied un journal hebdomadaire, Golostruda, la voix du travail. » Et puis il continue, et vraiment, je trouve, je vous avais parlé tout à l'heure de train, le train de la Révolution. Voilà ce qu'il dit, il y a une métaphore intéressante. Lorsque, à mon arrivée, quelques camarades voulurent connaître mes premières impressions, je leur dis ceci: notre retard est irréparable. C'est comme si nous avions rattrapé à pied un train express qui, en possession des bolcheviks, se trouve à 100 km devant nous et file à 100 km à l'heure. Nous devons non seulement le rattraper, mais nous y cramponner en pleine marche, y grimper, y pénétrer, y combattre les bolcheviks, les en déloger et enfin, non pas nous emparer du train, mais, ce qui est beaucoup plus délicat, le mettre à la disposition des masses en les aidant à le faire marcher. Il faut un miracle pour que tout cela réussisse. Notre devoir est de croire à ce miracle et de travailler à sa réalisation. Et puis il ajoute: j'ajoute que ce miracle faillit se produire au moins 2 fois au cours de la Révolution, la première à Kronstadt, lors du soulèvement de mars 21, la seconde en Ukraine, lors du mouvement de masse dit Makhnoviste. Donc vous voyez, vous avez le plus grand organisateur anarchiste de l'époque et théoricien libertaire avec Archinov, qui débarque et qui comprend que c'est tellement le merdier qu'on a pris un si gros retard qu'évidemment le train nous passe devant et qu'on aura beaucoup de mal à le rattraper. Et bien entendu, le miracle n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu, c'est quand même frappant. Oui. Une citation de Vassiliev, donc libertaire bulgare, dont j'ai parlé tout à l'heure, auteur de ce texte qui s'appelle L'idée des soviets. Et pourquoi on en est arrivé là ? Eh bien parce que depuis 1907, au cours d'un congrès du Parti social-démocrate tenu à Londres, et dont Lénine était le président, Lénine fait écrire en point numéro 3, en résolution numéro 3 de ce congrès de 1907, « Au moment de l'élan révolutionnaire, il apparaît possible et souhaitable d'organiser ou d'utiliser, pour les buts de notre Parti social-démocrate, les formations ouvrières sans parti, comme par exemple les soviets des représentants de travailleurs. » C'est-à-dire qu'en 1907, on est déjà bien avant 1917, 10 ans avant, dans une claire compréhension que même si on n'est pas pour les ouvriers sans parti, c'est-à-dire les soviets, on pense qu'il est bon de les utiliser parce que de cette façon, on va pouvoir toucher les gens et les manipuler plus aisément. C'est ce qui fait que, bien entendu, il y a une grande surprise de Volin quand il arrive à Petrograd, et alors qu'il pense, lui, de l'extérieur, que les soviets sont entièrement tenus par des libertaires, il voit en réalité que l'activité révolutionnaire majeure, la plus spectaculaire, la plus visible, est tenue en fait par les bolcheviks. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Cette première question du retard et de la désorganisation, la manière dont toutes les idées sont récupérées. Une deuxième chose qui est importante, alors ça c'est ce que signale Volin, mais c'est ce que j'appelle le refus du coup de force de Volin. Alors c'est très intéressant parce que dans sa conception du pouvoir, il est tellement dans l'idée qu'il faut accompagner les masses, et il a si souvent dit aux gens, et refusé de prendre ses responsabilités d'une certaine manière, il a si souvent dit aux gens, allez-y, faites quelque chose, faites ce que je vous dis, mais bon, moi de toute façon je vous guiderai pas, que finalement c'est les autres qui ont guidé dans une direction complètement inverse. Et il y a un autre exemple qui est frappant de ce point de vue-là. Alors là, à l'époque il est en Ukraine, et puis il raconte ce qui se passe. Des soldats en fait lui disent, écoute, on est capable d'arrêter les dirigeants bolcheviks qui sont en train de tyranniser tout le monde, et nous pouvons déclarer la révolution libertaire.
Alors là, il leur dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, comme c'est pas comme ça qu'il faut faire, eh ben, on fait rien. Voilà. Donc, alors il dit, le malentendu était évident. Rien que le terme parce que c'est ce terme qu'utilisaient les soldats, parti anarchiste en témoignait. Les braves militaires n'avaient aucune notion de l'anarchisme, ils avaient dû entendre parler vaguement ou avaient assisté à quelques meetings. Donc, ils n'étaient pas suffisamment avancés dans l'idée. Mais le fait était là, deux solutions éventuelles se présentaient à nous. Ou bien en profiter de ce malentendu, faire arrêter le gouvernement bolchéviste et prendre le pouvoir en Ukraine, ou bien expliquer aux soldats leur erreur, leur faire comprendre le fond même de l'anarchisme et renoncer à l'aventure. Alors, naturellement, il s'arrête à la deuxième position. Et alors, voilà ce qu'il dit. Naturellement, donc pendant 2 heures, j'exposais aux soldats notre point de vue. Donc finalement, il les dégoûte de lui permettre à lui de prendre le pouvoir pour organiser différemment la société. Non, je n'en ai pas besoin. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben évidemment, il se passe rien. Alors, les soldats finirent par comprendre mes explications et partir en jurant de militer dorénavant pour la véritable révolution et pour l'idée anarchiste. Mais ce qui est inconcevable, c'est qu'il existe de nos jours des anarchistes, et non des derniers, qui me reprochent de ne pas avoir pris le pouvoir à ce moment-là. C'est vrai que Volin ne comprend pas que d'autres lui fassent le reproche. Selon eux, nous aurions dû marcher, faire arrêter le gouvernement bolchéviste et nous installer à sa place. Ils prétendent que nous avons manqué là une belle occasion de réaliser nos idées à l'aide du pouvoir, ce qui est contraire à nos idées. Parce que ce qui est intéressant, et quand vous lisez l'ouvrage de Volin, c'est qu'il a une conception absolue de la révolution sociale. La révolution sociale ne suppose aucun décret. Elle ne suppose rien de politique. Très souvent dans son livre, qui est excellent, moi je vous conseille de le lire, c'est un très bon livre, il oppose révolution politique et révolution sociale. Parce que pour lui, révolution politique, ça veut dire révolution gouvernementale, ça il n'en veut pas, ça on n'en veut pas non plus. Et révolution sociale, ça veut donc dire révolution uniquement sociale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dans toute cette période, les anarchistes n'avaient pas de programme économique clair, vraiment constitués, et ils se sont retrouvés dans une situation où, à force de refuser le pouvoir absolu, à force de tenir ces discours un peu vagues et fumeux, eh bien ce sont les autres qui l'ont pris, tout simplement. Ils ont utilisé leur mot d'ordre, ils ont réalisé quelque chose de différent. Et ça, quand même, c'est l'erreur que ne feront pas les Espagnols, comme vous l'avez dit. Eux, ils passeront par décret, en même temps qu'ils s'appuieront sur un large mouvement de masse pour réaliser la révolution. Philippe, tu voulais aussi nous lire un texte de Vassiliev. Quelle est son analyse et comment se positionne-t-elle par rapport à celle de Volin ? Je lirai simplement ce que lui tire comme leçon avant de lire un bilan encore plus terrible tiré par l'un des compagnons de Makhno. Nous devons en tirer la leçon. Nous devons comprendre que si la majorité des anarchistes russes n'avaient pas eu cette attitude sectaire vis-à-vis du mouvement syndical du prolétariat et des soviets en tant qu'organe de lutte prolétarienne, on ne serait sûrement pas arrivé à la triste situation que nous avons maintenant. Surtout que cette influence aurait été profitable pour le développement de la perception anarchiste des masses ouvrières russes, qui en outre d'elles-mêmes suivaient une voie libertaire de la solution de la question sociale. S'ils avaient eu une position positive, leurs idées étant suivies instinctivement par les masses, ils n'auraient pas été vaincus aussi vite. Exilés et écartés de toute participation dans la construction de la nouvelle société communiste par des démagogues habiles et rusés, qui, selon le commentaire exact de Karelin, arrivèrent au pouvoir par la voie des slogans anarchistes. Et donc cet autre révolutionnaire qui s'appelle Archinov tire une leçon identique. Vous trouverez ça sur Google, vous tapez Archinov octobre 17 et vous avez donc cette phrase, cette terrible phrase. Seule une telle organisation, il parle de ce que lui il espère construire. En fait, c'est un type qui rêve un peu d'une sorte de fédération unitaire de tous les anarchistes. Seule une telle organisation aurait pu lier idéologiquement les anarchistes et les millions de travailleurs. Alors que pendant une période révolutionnaire aussi importante et privilégiée, il parle de la période 17-21, les anarchistes se bornèrent pour la plupart à des activités limitées de petits groupes, ne sortirent pas de leur coquille groupusculaire, au lieu de s'orienter vers des actions et des mots d'ordre politiques de masse. Ils préférèrent se noyer dans la mer de leurs querelles intestines, ne tentèrent pas une seule fois de poser et de résoudre le problème d'une politique et d'une tactique commune de l'anarchisme. Et le texte date de 1926. Et donc c'est une réflexion, bien sûr, sur laquelle on peut, nous aussi, réfléchir, parce que je crois qu'il est nécessaire, en effet, de se poser la question de savoir si nos mots d'ordre ne sont pas, en ce moment même, en train d'être récupérés
par des organisations qui ne se réclament pas de la pensée libertaire de manière systématique, qui l'utilisent. Hein, notre petit facteur fait même des préfaces pour des bouquins sur Louise Michel, hein, où il transforme Louise Michel en toute autre chose que ce qu'elle était, ce faisant, selon une habitude trotskiste bien connue. Vous écoutiez donc la Bibliothèque anarchiste sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission sur la Révolution russe est maintenant terminée. Alors, comme d'habitude, nous allons vous conseiller une seule chose. Lisez les textes. Donc un texte de Volin sur la Révolution inconnue et un texte de Vassiliev sur les soviets. Texte que vous pourrez trouver à Publico, donc 145 rue Amelot. Quant à nous, nous nous retrouverons pour l'émission suivante, c'est-à-dire dans 15 jours. Oui, en effet, on va se retrouver dans 15 jours pour une autre forme de commémoration à travers une émission sur la Révolution espagnole, car vous en souvenez, c'est en 1939 que les opérations militaires ont pris fin et mettant un terme au processus révolutionnaire qui s'était déclenché en 1931 en Espagne par l'occupation spontanée de plus d'un millier de fermes, d'énormes fermes de latifondières, vous savez, de ces grands propriétaires oligarques espagnols. Donc, nous parlerons de cette révolution espagnole, donc de 1931 à 1939, sous la forme d'un processus, dont la guerre d'Espagne, proprement dite, 1936-1939, n'est qu'une partie, la partie sans doute la plus connue, peut-être la plus glorieuse, aussi la plus violente. C'est au cours de laquelle il y a eu un très grand nombre de réalisations et qui correspondent en effet aux idées qui sont les nôtres. Et pour cela, nous vous conseillons bien sûr la lecture d'un petit nombre d'ouvrages. Vous pouvez vous reporter, je crois que c'est important, à ce livre de Gaston Leval sur l'Espagne, donc révolutionnaire de 1936 à 1939. Vous pouvez aussi lire cet extraordinaire livre d'Augustin Souchy, l'œuvre constructive de la Révolution espagnole, aux éditions Ressouvenance. Augustin Souchy, donc l'œuvre constructive de la Révolution espagnole, et aussi lire un très bon petit livre qui est un récit, presque un récit d'aventure, mais qui est aussi un texte politique très intéressant, d'un cinéaste républicain, anarchiste, donc Armand Guerra, qui s'appelle À travers la mitraille et qui est publié chez Fédérop. Vous trouverez ces ouvrages donc au 145 rue Amelot, bien entendu, et nous vous en conseillons la lecture. Si jamais vous pouvez mettre la main sur un trésor qui s'appelle l'Espagne, je l'ai plus en tête, ça doit être quelque chose comme l'autogestion, oui c'est ça, l'autogestion dans l'Espagne révolutionnaire, donc de Frank Mintz, aux éditions Bellibast. C'est malheureusement un ouvrage épuisé, mais que l'on trouve dans les bonnes bibliothèques anarchistes, et je vous conseille évidemment la lecture de cet ouvrage qui est la description très précise de la totalité des réalisations libertaires, aussi bien économiques que politiques, dans les zones tenues par les républicains contre les franquistes. Donc ça, c'est pour l'émission de la prochaine fois. Cette émission sera aussi d'ailleurs, tout comme celle que vous venez d'entendre sur la Révolution russe, une émission en réalité qui est composée à partir d'une conférence donnée au mois de mai à la Dieu-Université, donc à Saint-Denis, qui se tient toujours. Nous vous conseillons vivement, bien entendu, de vous rendre à ces conférences, à la Dieu-Université, le mardi et le vendredi, donc à la Bourse du Travail de Saint-Denis à partir de 19h. Donc n'hésitez pas. Nous vous signalons aussi l'existence d'une autre université populaire qui s'appelle Montreup, qui est une université qui se tient à Montreuil, dans le local d'Armand Gatti, donc la parole errante, au 9 rue François de Bergue. Le cycle de novembre sera consacré à la résistance à la guerre d'Algérie à travers des soldats du refus, donc qui ont évidemment refusé de se faire incorporer et qui ont payé un prix très lourd, mais aussi des journalistes clandestins, des gens qui ont été torturés, et nous parlerons aussi enfin du terrorisme, la question de l'action terroriste en Algérie pendant la guerre. Donc à partir du 7 novembre, donc le 7 novembre, nous aurons deux soldats du refus qui viendront parler de leur refus de combattre précisément
précisément, un refus qui les a menés en prison et dans des camps disciplinaires. Le 14, nous aurons des journalistes qui participaient à la presse clandestine contre la guerre coloniale, en Algérie même. Le 21, nous aurons un témoignage sur la question de la torture avec un film documentaire, et le 28, nous aurons un documentaire aussi sur les attentats dans les villes pendant la guerre d'Algérie avec des témoins de l'époque. Donc cela se tient là aussi à partir de 19h, donc je le répète, à La Parole Errante, à Montreuil, au métro Croix-de-Chavaux, 9 rue François Debergue. Voilà, ça c'est pour les lectures et les conférences. Donc on se retrouve dans 15 jours pour précisément parler donc de la guerre d'Espagne, mais pas seulement de la guerre d'Espagne, aussi du processus révolutionnaire espagnol et particulièrement de l'importance qu'il joue dans la théorie libertaire, et puisque ça a été somme toute l'une des très grandes réalisations concrètes qui a concerné des millions de personnes pendant 3 ans de la pensée libertaire. Alors il n'y a pas que les livres, il y a aussi l'action, et il y a l'action en ce moment, hein. Donc je vois ici un communiqué donc qui est important peut-être puisqu'il date d'hier, en fait, de mardi 17h. Et il concerne en effet ce qui se passe à propos de la lutte des sans-papiers, la grève des sans-papiers aux 3 rue des Meuniers, au métro-porte de Charenton. Ces gens sont en lutte et ils sont en occupation. Ils ont été agressés par des vigiles, il y a eu des bagarres, ils ont réussi à les repousser et à les chasser. Ils sont maintenant dans les locaux en train d'occuper. Il est probable qu'ils ont besoin d'un coup de main. Je vous lis néanmoins le communiqué en question. Situation à l'agence d'ISS occupée par les grévistes du syndicat CNT du nettoyage. Sur le coup de midi hier, nous avons profité de l'arrivée en musique de militants de Solidaires et d'autres grévistes de la CNT nettoyage pour mettre dehors les 4 molosses qui gardaient la porte. L'affrontement a été plutôt violent, etc., etc. On nous parle d'une bagarre, des vigiles qui ont frappé. Il est même question ici de vigiles débordés qui ont même sorti les couteaux. Vous voyez, donc finalement les flics sont arrivés, ont embarqué un ouvrier sans papier de la CNT nettoyage. Bon, ensuite ils ont aussi embarqué 2 d'énervis qui étaient là pour agresser les camarades en lutte. Leur garde à vue a été prolongée, probablement jusqu'à mercredi 12h. Et donc, bien sûr, désormais, ce sont les grévistes qui tiennent les portes, tandis que 4 nouveaux vigiles font les 100 pas, mais dans la rue. Donc, ce qu'on demande, bien sûr, avec insistance, c'est certainement qu'il y ait un peu plus de militants de la CNT présents sur les lieux, un peu plus de militants libertaires, pour soutenir ces travailleurs courageux qui sont agressés par le patronat selon les méthodes habituelles. Et donc, je crois qu'ils ont dû essayer d'occuper le bâtiment pendant la nuit. Je n'ai pas de nouvelles plus récentes, mais je crois qu'il est bon de se rendre aux 3 rue des Meuniers, au métro Porte de Charenton, parce qu'il y a les livres, mais il y a aussi, bien entendu, l'action. À bientôt dans 15 jours.